Un coup d'État sans bruit, des officiers invisibles, un voisin qui ferme les yeux. Et si tout cela annonçait une fracture bien plus profonde sur le continent africain? Cette question, d'apparence simple, renferme en réalité une multitude d'enjeux, de non-dits, de ramifications historiques et politiques qui s'enchevêtrent dans une toile complexe, tissée au fil des décennies. En avril de l'année 2025, le Burkina Faso a frôlé la disparition. Derrière la tentative de renverser le capitaine Ibrahim Traoré, il n'y avait pas de jeunes ambitieux ou de soldats perdus, mais des vétérans du système, des hommes qui avaient gravité autour du pouvoir depuis des années. L'histoire du Burkina Faso, marquée par des changements de régime successifs et parfois violents, a de nouveau vacillé sur la lame d'un couteau, rappelant à tous la fragilité de l'État et la précarité de la paix. Ce n'était pas un soulèvement improvisé, mais un plan ourdi patiemment, porté par des cerveaux exilés. Les meneurs? Ils avaient fui le pays bien avant, trouvant refuge en Côte d'Ivoire, devenue leur base secrète. Là-bas, anciens officiers et réseaux dormants préparèrent leur retour dans l'ombre, tissant de nouveaux liens, renouant avec d'anciens alliés et observant attentivement chaque évolution politique au Burkina Faso. L'exil, loin de les affaiblir, leur a offert un terrain fertile pour fomenter leur revanche. L'objectif dépassait le simple contrôle du palais présidentiel. En quelques heures, il s'agissait d'effacer des décennies de combats pour la souveraineté, de décapiter l'État et d'offrir le Burkina Faso aux influences extérieures. Prendre le pouvoir, oui, mais surtout ouvrir une brèche irréversible dans la stabilité régionale. Les conséquences auraient été bien plus vastes qu'une simple alternance politique. Le risque était de voir s'effondrer tout un modèle d'émancipation, bâti à grand-peine par plusieurs générations. Si ce plan avait abouti, la souveraineté burkinabé se serait effondrée. Mais l'effet domino aurait balayé toute l'Afrique de l'Ouest. Un modèle panafricain, bâti dans la douleur, aurait été rayé d'un trait. Le continent aurait perdu bien plus qu'un président. Il aurait vu s'éteindre l'espoir d'une indépendance réelle. Pour comprendre la gravité de cette menace, il suffit de se remémorer des précédents historiques, comme le coup d'État de 1966 en République centrafricaine, qui avait ouvert la voie à une longue période de tutelle étrangère et de chaos institutionnel. Durant ces heures décisives d'avril, la bataille ne se jouait pas à coups de fusil, mais dans les recoins invisibles du pouvoir. Chaque minute pouvait faire basculer la nation dans le chaos. Chaque faux pas risquait de sacrifier l'avenir d'un peuple. Les scènes qui se sont déroulées rappelaient, par certains aspects, l'atmosphère pesante des heures précédant le coup d'État de 1964 au Brésil. Une tension diffuse, des rumeurs, des allées et venues dans la nuit, des communications cryptées, et surtout, un silence inquiétant, presque étouffant. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Comment ce foyer discret est-il devenu le point d'appui d'une conspiration capable de bouleverser l'Afrique? Pour le comprendre, il faut explorer les coulisses de cette opération, là où tout a failli sombrer. La Côte d'Ivoire, forte de ses liens historiques avec de nombreux pays voisins, a longtemps servi de terre d'accueil pour les exilés politiques et les opposants. Ce rôle d'hôte n'est pas nouveau. On se souvient que dans les années 80, de nombreux leaders burkinabés et nigériens y trouvaient déjà refuge après des changements de régime dans leur propre pays. Cela a contribué à forger un tissu complexe de solidarité, de complicité, mais aussi d'ambition rivale. Pour saisir la portée de cette menace, il faut remonter à la genèse du complot et aux liens troubles qui unissaient conspirateurs et réseaux régionaux. Notre enquête débute là où les vérités dérangent et les intérêts s'affrontent. Il est important de mentionner que de tels réseaux ont souvent existé sous différentes formes, en Afrique comme ailleurs. Par exemple, durant la guerre froide, des groupes d'exilés d'Amérique latine organisèrent depuis Paris ou Mexico des actions contre leur gouvernement d'origine. Le Burkina Faso, jadis discret, s'est transformé en véritable laboratoire de la contestation africaine, attisant toutes les convoitises étrangères. Mais comment a-t-on atteint ce point de bascule majeur? D'où vient cette mue qui a transformé un pays rural et souvent oublié en épicentre de la lutte pour une Afrique indépendante? Depuis plusieurs années, le pays ne connaît que l'instabilité. Les coups d'État se succèdent, brisant l'ordre politique et installant un climat de méfiance généralisé. Désormais,
aucun pouvoir ne paraît solide ou durable. Entre 2014 et 2024, le Burkina Faso a connu pas moins de 3 changements de régime majeurs, chacun accompagné d'une vague d'espoir, puis de désillusion. Ce cycle rappelle la situation du Ghana dans les années 70, où l'alternance entre coup d'État et gouvernement civil avait plongé le pays dans une incertitude chronique, freinant son développement social et économique. Dans ce tumulte, un homme s'impose, le capitaine Ibrahim Traoré. Soutenu par une jeunesse assoiffée de rupture, il porte l'espoir d'un changement radical. Mais sa fulgurante ascension, loin d'être anodine, divise et inquiète. Le cas de Traoré rappelle celui de Thomas Sankara dans les années 80. Jeune, charismatique, porteur d'un projet de transformation profonde, il s'attire rapidement de puissantes inimitiés, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. L'histoire du Burkina Faso semble ainsi se répéter, mais dans un contexte international bien plus complexe et numérisé. Dès son arrivée, Traoré lance de profondes réformes militaires. Il met fin à la coopération militaire avec la France et forge des alliances inédites avec le Mali et le Niger. Ensemble, ces 3 pays forment aujourd'hui un bloc soudé, décidé à s'émanciper des anciennes tutelles étrangères. Cette alliance rappelle, à certains égards, le mouvement des non-alignés dans les années 60, quand des États d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine tentèrent de s'unir pour défendre leur autonomie face aux 2 grands blocs de la guerre froide. Ce bouleversement régional ne fait pas que rapprocher. Il ravive aussi des tensions. Le discours souverainiste et anti-ingérence séduit une partie du peuple, mais alarme anciens réseaux et puissances étrangères aux intérêts enracinés. On se souvient de la réaction des grandes puissances face à la nationalisation du canal de Suez en 1956. L'affirmation d'un contrôle national sur une ressource stratégique avait provoqué une coalition inédite d'intérêts hostiles. Longtemps relégué à l'arrière-plan, le Burkina Faso devient un modèle pour certains, une cible pour d'autres. Chaque réforme, chaque geste, transforme Ouagadougou en terrain d'expérimentation de la souveraineté africaine et en champ de bataille entre ambitions locales et agendas internationaux. Il suffit d'observer l'attention soudaine des médias internationaux, la multiplication des visites diplomatiques ou la recrudescence de campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux pour mesurer l'ampleur du phénomène. Ignorer ce contexte, c'est se priver d'une lecture essentielle. Le Burkina Faso se retrouve aujourd'hui au centre d'une lutte qui le dépasse, un test grandeur nature pour l'avenir de la souveraineté africaine. Les enjeux ne sont pas abstraits, ils touchent à la capacité même des peuples africains à choisir librement leur destin, à définir leur politique économique, sociale et culturelle sans pression extérieure. Mais derrière cette apparente montée en puissance se cachent des fractures profondes et des forces prêtes à tout pour reprendre la main. C'est dans cette atmosphère électrique que la tentative de coup d'État de 2025 s'est tramée. L'histoire africaine regorge d'exemples où des moments d'élan nationaliste ont été brisés par des interventions extérieures ou des manipulations internes, comme lors du renversement de Patrice Lumumba au Congo en 1961. Un coup d'État tissé dans l'ombre, ourdi par d'anciens frères d'armes. Mais à quoi ressemble réellement ce réseau occulte, capable d'ébranler un pays tout entier? Pour le comprendre, il faut plonger dans les arcanes du pouvoir, là où se noient les alliances les plus improbables et les trahisons les plus dévastatrices. Au cœur du complot, des officiers burkinabés exilés, passés maîtres dans l'art de la dissimulation. Loin d'être marginaux, ces hommes connaissent chaque recoin de la machine militaire, ses routines comme ses failles. Ils n'ont rien oublié, ni les codes, ni les jeux de pouvoir. Leur expérience leur confère une autorité naturelle sur une partie de la troupe, surtout parmi ceux qui se sentent lésés ou marginalisés par les nouvelles orientations politiques. Leur méthode? Une clandestinité totale. Communication chiffrée, messagers discrets, réunions nocturnes dans des villas cachées d'Abidjan ou de Yamoussoukro. Après chaque rencontre, tout disparaît. Notes brûlées, téléphones broyés, aucune trace. Cette discipline du secret rappelle celle des réseaux de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, où la moindre indiscrétion pouvait entraîner la perte de tout un groupe. La Côte d'Ivoire devient le sanctuaire du complot. Ces exilés y trouvent la logistique, la discrétion, la protection.
Dans la diaspora, ils disposent d'alliés, de réseaux financiers souterrains et d'appui auprès de certains puissants étrangers. C'est là que se rencontrent banquiers, anciens militaires, hommes d'affaires, tous unis par l'espoir d'un retour en grâce ou par l'appât du gain. Le financement n'a rien d'amateur. Fonds transitant par des sociétés écrans, valises d'argent liquide circulant entre Paris, Abidjan, Dakar et Ouagadougou. Les ressources et les informations suivent les mêmes routes, cryptées, fragmentées, impossibles à intercepter. Ce schéma rappelle les réseaux de financement des guérillas d'Amérique centrale dans les années 80, où les fonds transitaient par des paradis fiscaux, des ONG et des sociétés de façade. Ce réseau tire sa force de l'aura de ses membres. Autrefois, ils étaient des chefs respectés, dotés d'une expertise redoutable. Ils exploitent cette réputation pour infiltrer l'armée, semer le doute, promettre des promotions ou distiller la peur. Certains, au fil des années, sont parvenus à tisser des liens avec des officiers plus jeunes, leur offrant conseils et soutien en échange de loyauté. Certains visages sont déjà connus, d'autres restent invisibles. Personne ne revendique rien, le flou règne. Le silence est leur arme préférée, leur absence de traces leur meilleur alibi. L'enquête se heurte à un mur d'ombre. Les rares témoins sont réticents, par peur de représailles ou par fidélité à d'anciens chefs. Les services de renseignement doivent alors recourir à des techniques de contre-espionnage sophistiquées, surveillance électronique, infiltration, analyse de flux financiers, voire coopération avec des agences étrangères. La frontière entre l'armée et l'opposition, entre l'État et l'exil, devient floue, presque fictive. Si ce schéma se répand dans la région, c'est l'équilibre entier de l'Afrique de l'Ouest qui pourrait vaciller. On a vu, dans les années 90, comment des réseaux similaires, opérant entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC, avaient déstabilisé toute la région des Grands Lacs. Mais derrière ce coup d'État, il y avait bien plus qu'une revanche d'anciens chefs frustrés. Une ambition qui dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Le but n'était pas seulement de renverser un homme, mais de redessiner la carte politique de la région, d'imposer un modèle de gouvernance dicté par des intérêts extérieurs. Tout s'accélère lorsque les premiers indices de la conspiration parviennent aux autorités. Mais à qui peut-on vraiment faire confiance quand la menace se cache jusque dans les rangs les plus proches du pouvoir? Cette question hante chaque chef d'État confronté à l'instabilité. L'histoire récente du Zimbabwe ou de la Guinée nous rappelle à quel point la loyauté peut se fissurer sous la pression de l'exil ou de la promesse d'un retour rapide au sommet. Et si la Côte d'Ivoire n'était plus seulement un refuge, mais devenait le tremplin d'une recomposition politique en Afrique de l'Ouest? Cette question obsède désormais les élites de Ouagadougou jusqu'à Abidjan. Car derrière l'échec du coup d'État au Burkina Faso, un jeu plus vaste s'esquisse, prêt à embraser la région entière. Le spectre d'une internationalisation des crises africaines, avec des acteurs basés dans plusieurs pays, devient une réalité tangible. Si la prise de pouvoir avait abouti, elle aurait installé un gouvernement façonné par des intérêts étrangers, réduisant le Burkina Faso à un simple pion sur l'échiquier africain. Le pays serait devenu un avertissement sanglant pour tous ceux qui osent rêver d'une Afrique souveraine, indépendante de toute tutelle extérieure. Ce scénario rappelle celui du Tchad dans les années 80, quand l'intervention de puissances étrangères avait transformé le pays en champ de bataille par procuration. Mais l'échec n'a pas calmé les ambitions. Au contraire, il inspire. D'autres tentatives se préparent déjà, nourries par l'audace de ce premier assaut raté. Le Niger, le Mali, la Guinée. Autant de terrains fragiles où le risque d'un effet domino se précise, où les réseaux d'exilés et les oppositions s'activent dans l'ombre. Il suffit de consulter les rapports récents des services de renseignement pour constater la multiplication de réunions secrètes, de transferts suspects de fonds ou de flux inhabituels de communication entre diasporas. La contagion n'est pas une fiction. Elle prend racine dans les failles et se nourrit des frustrations. L'instabilité se propage, orchestrée à distance, coordonnée par ceux qui profitent de l'exil pour inverser le cours des régimes. Ce phénomène n'est pas propre à l'Afrique. Il rappelle la vague de révolution de couleurs qui a touché l'Europe de l'Est au début des années 2000,
avec des influences, des formations et des financements venus de l'étranger. Au cœur de ces manœuvres, la Côte d'Ivoire s'impose comme le carrefour de l'exil politique africain. Officiellement neutre, elle offre asile et tribune aux dissidents. Mais en coulisses, ses dirigeants nouent des alliances, aiguillent les discours, financent parfois les oppositions. La neutralité ivoirienne? Un voile habile pour influencer l'avenir des voisins sans se compromettre. Cette ambiguïté diplomatique rappelle celle de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, qui accueillait à la fois des réfugiés politiques et des espions de toute nationalité. Ce phénomène marque une rupture. Les batailles pour l'indépendance ne se jouent plus seulement à l'intérieur des frontières, mais aussi dans l'exil, la diaspora, les capitales étrangères. Les opposants ne cherchent pas seulement la sécurité, ils transforment leur exil en arme, en base arrière pour préparer leur retour ou peser sur les régimes en place. L'exemple du Congrès national africain en Afrique du Sud, qui a mené la lutte contre l'apartheid depuis Londres et Lusaka, témoigne du pouvoir de l'exil organisé. Chaque tentative, avortée ou non, fragilise l'équilibre du bloc sahélien. Sa cohésion dépend désormais de la capacité des États à résister à ces nouvelles pressions ou à les exploiter. S'ils parviennent à consolider leurs alliances et à contrecarrer les ingérences, ils peuvent imposer un nouveau modèle. Mais si la contagion l'emporte, c'est la souveraineté même de la région qui vacille. On pense à la CEDEAO, qui tente tant bien que mal de jouer un rôle stabilisateur, mais dont l'efficacité dépend de la solidarité réelle des membres. Le danger est immense. Si le modèle burkinabé faiblit, l'instabilité risque de se propager, de normaliser les déstabilisations venues de l'extérieur et de compromettre l'idée d'une Afrique maîtresse de son avenir. En devenant le sanctuaire des oppositions, la Côte d'Ivoire s'érige ainsi en arbitre silencieux d'un continent en quête de repères. Ce rôle ambigu pourrait à terme se retourner contre elle, si ses propres institutions venaient à être fragilisées par la rivalité entre groupes exilés. Mais que retenir de cette crise, au-delà des échos des armes? Quels enseignements tirer pour l'avenir, au-delà de la sidération et du sentiment d'impuissance qui saisit souvent face à l'ampleur des enjeux? La réponse à cette question pourrait redéfinir les frontières de la souveraineté africaine pour les années à venir. Car ce qui se joue ici dépasse le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est le sort de toute une région qui est en balance. Un seul maillon qui cède, et c'est toute la chaîne qui menace de rompre. L'époque des coups d'État traditionnels, bruyants et visibles, appartient au passé. Désormais, la guerre s'insinue dans le silence, l'exil, l'influence. Les nouveaux déstabilisateurs n'avancent plus à visage découvert. Ils glissent dans les réseaux, les couloirs invisibles, les alliances souterraines. L'histoire récente de la Libye, où la chute de Kadhafi a ouvert la voie à des groupes armés opérant dans la clandestinité, illustre parfaitement cette nouvelle réalité. Face à cette menace insidieuse, la première défense demeure la solidarité régionale. Aucun État africain ne peut espérer résister seul à des complots transfrontaliers, ourdis depuis l'étranger, protégés par des complicités régionales ou internationales. Coopérer, échanger des informations, rester vigilants collectivement. Voilà les armes de demain. La création de cellules de crise conjointes, d'unités de renseignement partagées et de mécanismes d'alerte précoce devient une nécessité vitale. Le renseignement et le contre-espionnage n'ont jamais été aussi cruciaux. Ce sont les sentinelles de l'ombre, les analystes discrets qui, à partir d'un simple indice, peuvent sauver une nation de décennies de chaos. Le Burkina Faso l'a compris. Un signal venu de l'extérieur a permis de désamorcer l'opération à temps. Mais cela ne suffit pas. Il faut bâtir ses propres outils, investir dans la formation, la technologie et ancrer la vigilance à chaque échelon de l'État. Un exemple de mesure concrète, la mise en place d'une école régionale de formation en cyberdéfense, capable de détecter précocement les signaux faibles d'une conspiration. C'est une leçon pour l'ensemble du continent. Ne jamais sous-estimer la force des exilés. Ceux qui partent ne s'effacent pas. Certains gardent des réseaux, des capitaux, une influence silencieuse mais tenace sur le destin de leur pays d'origine. Anciens cadres, officiers en fuite, opposants réfugiés, tous peuvent devenir les architectes secrets de futures déstabilisations, agissant à distance, invisibles mais déterminés.
L'histoire du Biafra dans les années 60, marquée par l'influence de l'exil, reste un exemple marquant de ce danger. Pourtant, la véritable muraille, c'est la société civile. C'est la jeunesse, éveillée, qui questionne, qui refuse d'être instrumentalisée. Quand les citoyens s'emparent du débat, dénoncent les manipulations, défendent la souveraineté collective, ils deviennent le rempart le plus solide contre les ingérences douces. La souveraineté ne se protège pas seulement par les armes, elle s'entretient par la lucidité, la mémoire et la mobilisation citoyenne. Des exemples concrets abondent. En 2022, lors du mouvement contre la vie chère au Sénégal, ce sont des jeunes blogueurs, des activistes et des leaders communautaires qui ont su alerter sur la manipulation de l'information et éviter l'escalade de la violence. De même, au Kenya, les organisations de la société civile ont joué un rôle clé pour désamorcer des tentatives de déstabilisation lors des élections de 2017, en formant des observateurs indépendants et en promouvant le dialogue interethnique. Au fond, chaque Africain doit comprendre, l'indépendance n'est pas un acquis définitif. Elle se défend jour après jour, face à des adversaires de plus en plus sophistiqués. Réussir ou échouer à anticiper ces coups d'État silencieux, c'est trancher le sort de générations à venir. Stabilité ou chaos, espoir ou résignation. Le prix de la liberté est une vigilance de tous les instants. Il est temps d'en tirer les conséquences, pour le Burkina Faso comme pour l'ensemble du continent. Ce qui s'est joué ici n'est pas un simple putsch, c'est un signal d'alarme. Désormais, vigilance, solidarité et intelligence collective sont les clés de la survie nationale et panafricaine. Cela implique de repenser les institutions, de renforcer les mécanismes de contrôle démocratique et d'investir dans l'éducation politique des citoyens pour qu'aucune génération ne soit dupe des manipulations venues d'ailleurs. Mais ce nouvel équilibre reste fragile. Les lignes de fracture persistent et les forces extérieures n'ont pas dit leur dernier mot. Les puissances étrangères, qu'elles soient occidentales, orientales ou issues du Golfe, continuent d'injecter des fonds, de soutenir des groupes d'opposition ou de parier sur l'instabilité pour préserver leurs intérêts. L'histoire récente du Soudan ou de la Centrafrique illustre la persistance de telles ingérences. L'histoire ne s'écrit pas seulement derrière les grilles dorées des palais, ni dans l'ombre des uniformes repassés. Elle prend forme ici, maintenant, portée par celles et ceux qui refusent d'être de simples figurants du destin de leur nation. À travers des gestes quotidiens, des actes de courage civique, des prises de parole dans les médias, la société peut reprendre la main sur son avenir. Ce qui s'est joué au Burkina Faso dépasse de loin le récit d'un coup d'État raté. Il s'agit d'une lutte viscérale pour l'indépendance africaine, sur un terrain où chaque voix, chaque choix individuel compte double. Les instigateurs des bouleversements savent qu'un silence, un geste d'inaction, équivaut parfois à la complicité la plus dangereuse. Laisser faire, c'est accepter que l'histoire se répète, au détriment de l'intérêt général. La tentative contre le capitaine Ibrahim Traoré n'a rien d'un accident ou d'une improvisation. Dans les coulisses, des réseaux internes ont élaboré une opération précise, avec la complicité ou la bienveillance d'acteurs venus d'ailleurs. Les ramifications de cette manœuvre se prolongent bien au-delà des frontières du Burkina Faso, révélant comment l'équilibre d'une nation africaine peut basculer sous la pression d'intérêts étrangers et régionaux. La leçon est claire, la vigilance doit être permanente et aucune victoire n'est jamais définitive. Ce coup d'État, conçu pour être furtif et foudroyant, n'avait pas seulement pour but de s'emparer du pouvoir. Il visait à instaurer un chaos dosé, ouvrant la porte à une intervention extérieure et à l'érosion de la souveraineté. Derrière les uniformes, il y a des visages connus. Certains encore tapis dans l'appareil d'État, d'autres réfugiés à l'étranger, notamment en Côte d'Ivoire, tirant les ficelles à distance. Leur objectif, replacer le destin national entre les mains d'intérêts minoritaires, loin de la volonté populaire burkinabé. L'histoire a montré, à maintes reprises, que ce scénario n'est jamais sans conséquence pour la stabilité et le développement du pays concerné. Fermer les yeux, c'est risquer que demain, ailleurs, l'histoire se répète en silence. À chaque indifférence, l'ombre de la résignation avance. Mais s'engager, s'informer, débattre, c'est déjà résister. C'est rappeler que le peuple n'est pas un décor, mais le cœur vivant de l'histoire.
La mobilisation citoyenne, la transparence et le courage politique sont autant de remparts contre la montée des ténèbres. Le sort du Burkina Faso, et celui de toute la région, ne se joue pas uniquement dans les palais ou à huis clos. Il se décide dans les quartiers, sur les marchés, à travers les discussions, les actes quotidiens et chaque prise de conscience. Un geste de solidarité peut peser bien plus lourd qu'il n'y paraît. L'expérience du Rwanda, où des réseaux communautaires ont permis de prévenir la résurgence de la violence, prouve que la société civile a un rôle décisif à jouer. Aujourd'hui, nous faisons face à un choix crucial. Laisser d'autres écrire notre avenir ou nous lever pour en être les auteurs. La souveraineté, l'espoir d'un modèle africain indépendant et juste, dépend de notre refus de laisser l'histoire s'écrire dans l'ombre. Ce combat n'est pas réservé à une élite ou à des militaires. Il concerne chaque citoyen, chaque famille, chaque génération. L'expérience burkinabé n'est pas qu'un signal d'alarme, c'est un appel à l'action. La résistance ne se limite pas aux militaires ou aux dirigeants. Elle commence dans la vigilance et l'engagement de chacun. À nous de décider si nous serons témoins passifs de défaites silencieuses ou artisans d'un futur plus souverain pour le Burkina Faso et pour l'Afrique entière. Concrètement, le chemin vers une Afrique plus souveraine passe par plusieurs étapes. D'abord, renforcer les institutions démocratiques, garantir l'indépendance de la justice, la transparence des processus électoraux et la liberté de la presse. Ensuite, investir massivement dans l'éducation civique afin de former des citoyens capables de distinguer la manipulation de l'information de la critique légitime. Troisièmement, promouvoir l'intégration régionale non seulement sur le plan économique, mais aussi en matière de sécurité et de gouvernance. Enfin, valoriser les initiatives locales, l'entrepreneuriat social et la participation des femmes et des jeunes dans la vie publique. L'Afrique a déjà démontré, à maintes reprises, sa capacité à se relever des crises les plus profondes. Des exemples comme la réconciliation nationale en Afrique du Sud, la reconstruction de la Sierra Leone après la guerre civile ou la transition démocratique au Bénin dans les années 90 montrent qu'aucun destin n'est figé. La clé réside dans la détermination collective, l'apprentissage des erreurs du passé et la foi dans la force créatrice de chaque peuple. À la lumière de ces enseignements, le coup d'État manqué d'avril 2025 au Burkina Faso doit être vu non seulement comme une menace, mais aussi comme une opportunité, celle de repenser le contrat social, de renforcer les solidarités et de réaffirmer avec force le droit des peuples africains à disposer d'eux-mêmes. Car au final, il ne s'agit pas seulement de prévenir la prochaine tentative de déstabilisation, mais de bâtir, jour après jour, une Afrique sûre, fière de ses choix, et capable de faire face aux défis du monde contemporain sans renoncer à son âme. L'histoire est en marche, à chacun d'y prendre sa